Le plan de l'Ukraine pour gagner contre la Russie combine tactique, résilience et facteurs hors de son contrôle, comme les sanctions, le soutien occidental et un effondrement interne russe. Mais si la situation perdure, l'Ukraine pourrait réussir ce que l'on croyait impossible, inverser totalement l'invasion et libérer son territoire, et une place à la table des négociations, en tant qu'égal et non en tant que victime, face à l'une des armées les plus puissantes du monde. Voyons exactement comment cela pourrait se produire. Il faut d'abord mesurer l'ampleur des victoires tactiques obtenues par l'Ukraine pendant la guerre. Le meilleur exemple est apparu dès le premier jour de l'opération militaire spéciale, en commençant par l'échec partiel de la Russie à occuper l'aéroport de Hostomel. La bataille de l'aéroport de Hostomel, le 24 février 2022, a largement été considérée comme l'une des principales raisons pour lesquelles la Russie n'a pas réussi à prendre le contrôle de l'Ukraine. Dans son plan initial de 3 à 4 jours, la tactique de Poutine pour Hostomel semble tirée d'un manuel tactique classique. Une petite force russe de 200 à 300 parachutistes, transportée par 34 hélicoptères, approcherait de l'aéroport de Hostomel sans être repérée, l'occuperait alors qu'il est sans défense et permettrait son utilisation par les Russes. Ensuite, la Russie exploiterait ce nouveau soi-disant tunnel aérien pour larguer de plus en plus de ses troupes directement au cœur de l'Ukraine. Hostomel étant à quelques kilomètres du centre de Kiev, le gouvernement ukrainien serait vite submergé et renversé. C'était le plan. Cette tactique paraît tirée d'un manuel car c'en est un, du moins pour les tactiques militaires secrètes russes. La même stratégie a été utilisée 3 fois. 2 de ces fois se sont produites sous l'ère soviétique, lors des invasions de la Tchécoslovaquie en 1968 et de l'Afghanistan en 1979. L'Union soviétique a occupé Prague en une journée en parachutant des troupes depuis un aéroport voisin. Mais peut-être plus important encore, cette même tactique a été utilisée lors de l'annexion de la Crimée, lorsque la Russie a réussi à prendre le contrôle de l'aéroport de Sébastopol, et à annexer la région ukrainienne pratiquement sans tirer un seul coup de feu. On peut donc affirmer que 8 ans plus tard, l'Ukraine était mieux préparée face à la même tactique de la Russie, sur la même cible. L'Ukraine avait déployé une petite force de réserve avec recrues, système de défense aérienne portable et un canon ZU-23 au lieu d'un aéroport vide. Un canon hérité du passé soviétique ukrainien. L'Ukraine a hérité du plus grand réseau radar d'Europe, rendu moins vulnérable aux attaques et perturbations russes après coopération avec l'OTAN. Enfin, l'Ukraine a été prévenue par les États-Unis d'une possible invasion. Ils ont immédiatement rempli la véritable piste d'atterrissage de l'aéroport, avec de vieux véhicules et des avions hors d'usage, la rendant pratiquement inutilisable pour des appareils opérationnels. Donc, l'Ukraine savait à quel type de stratégie Vladimir Poutine aurait probablement recours en préparant une attaque potentiellement décisive contre l'Ukraine. Et cette connaissance intime du fonctionnement de la Russie, en grande partie due au fait d'avoir fait partie du même pays pendant des décennies, et de la Russie elle-même. Le fait de ne pas avoir beaucoup progressé en termes de doctrine et d'opérations militaires a permis à l'Ukraine de pratiquement stopper l'invasion dans son élan. Bien que la Russie ait finalement réussi à occuper l'aéroport et que l'infanterie mécanisée soit arrivée pour le renforcer le lendemain, il était déjà trop tard. La piste d'atterrissage de Hostomel a été bombardée par les Ukrainiens en retraite, et le renfort aéroporté russe attendu n'est jamais arrivé. Cela a finalement conduit la Russie à devoir improviser d'autres tactiques, à savoir envahir l'Ukraine de manière plus difficile avec de l'infanterie mécanisée et une présence aérienne limitée. Le siège de Kiev a duré 5 semaines, la Russie n'ayant pu approvisionner ses troupes ou encercler la ville, pendant que l'Ukraine exerçait une pression à distance sur les forces d'invasion. L'Ukraine continuera d'exploiter le manque de préparation et d'unité tactique de la Russie en 2022 et après. Début septembre cette année-là, l'Ukraine a mené l'une des avancées les plus efficaces de l'histoire. La reprise de Kharkiv et sa région en quelques jours, repoussant les Russes jusqu'au Donbass, a été saluée comme historique. Les Ukrainiens avançant en moyenne de 74 km par jour du 6 au 13 septembre, c'était sûrement la première étape du plan ukrainien. Alors que celle-ci consistait à créer suffisamment de pression en interne pour que l'Ukraine puisse se défendre, cela ne suffirait pas vraiment à gagner la guerre. C'est pourquoi l'Ukraine a choisi de lancer une offensive. Avec l'incursion décisive de Koursk en août 2024, la Russie devient défenseur sur une partie du front. L'invasion de Koursk a été remarquable pour plusieurs raisons. Cela a montré que la Russie ne pouvait pas former un front uni contre l'Ukraine, et qu'aucune partie de son territoire n'était à l'abri des contre-attaques ukrainiennes. De plus, l'invasion a été plus rapide et massive que ce que la Russie avait accompli lors des 7 premiers mois de 2024,
L'Ukraine a capturé environ 1250 km² de territoire, dans la région de Koursk, tandis que la Russie n'avait réussi à en prendre qu'environ 1000 km² entre janvier et juillet de cette année-là. La Russie prévoyait une offensive accrue dans le Donbass pour compenser l'écart. Le fait que l'Ukraine ait pu redéployer des forces sur un autre front montre l'audace de sa stratégie. Troisièmement, l'incursion à Koursk a montré à quel point la stratégie militaire de la Russie était rigide. Même lors de l'invasion mineure de l'Ukraine, la Russie a mis plus d'1 mois à regrouper ses forces et contre-attaquer. Plusieurs villages de Koursk restaient disputés plus de 6 mois après, avec des combats sporadiques en mai-juin 2025 jusqu'à la stabilisation du front, l'Ukraine ne pouvant plus soutenir l'offensive. Le renseignement militaire ukrainien affirmait que la Russie nécessitait 50 000 soldats à Koursk en novembre 2024 au pic de la contre-offensive. La Russie a dû détourner 50 000 soldats du Donbass, retardant probablement ses offensives de plusieurs semaines ou mois, et provoquant un chaos logistique. L'Ukraine utiliserait une stratégie similaire à Belgorod en mars 2025, ce qui peut être considéré comme une continuation de l'invasion de Koursk, avec des conditions légèrement différentes et plus favorables pour l'Ukraine. Belgorod, entre Koursk et le Donbass, n'a pas été choisi par hasard, car cela a détourné des troupes russes des deux fronts, où elles pouvaient être la cible de bombardements à longue portée, grâce aux nouveaux F-16 et Mirage 2000 donnés par l'Occident. L'invasion de Belgorod prolonge celle de Koursk, l'Ukraine pouvant utiliser plus de lignes d'approvisionnement et opérer à plus longue distance. Enfin, l'invasion de Koursk vise surtout à attirer plus l'attention des médias sur les capacités ukrainiennes. Auparavant, l'Occident était plus hésitant à fournir à l'Ukraine des armes plus avancées et à longue portée, et plus précisément, à lui permettre d'utiliser ces armes sur le territoire russe. Cela était dû aux menaces russes de longue date concernant une possible riposte nucléaire si l'Ukraine parvenait à envahir la Russie, avec la conviction que les armes occidentales seraient la principale raison pour laquelle cela pourrait se produire. Quand l'Ukraine a envahi seule, la menace de représailles a disparu. En parallèle, la Russie peut faire pression sur l'OTAN pour limiter ses dons. En quelques mois, des commandes d'avions, missiles et défenses anti-aériennes ont été envoyés à l'Ukraine, et les États-Unis envisageaient d'autoriser leur usage plus loin en Russie. En résumé, l'Ukraine gagnait la bataille de la perception, en montrant que les investissements occidentaux étaient rentables. L'Occident pouvait fournir des armes à l'Ukraine grâce à ses réserves, sans mettre en danger ses soldats, pour réduire la capacité de la Russie à s'étendre agressivement et menacer l'OTAN. Mais au-delà des attaques et incursions traditionnelles, l'Ukraine a développé une méthode plus indirecte pour vaincre la Russie, en éliminant sa capacité industrielle. Cela vient seulement de nouvelles façons d'utiliser les drones dans la guerre à distance. C'est un aspect de la guerre peu mis en avant ce conflit, bien que des drones militaires existaient déjà avant 2021. Des modèles, comme le MQ-9 Reaper, coûtent seulement jusqu'à 30 millions de dollars à acquérir et à entretenir tout au long de leur durée de vie. Leur conception réutilisable et polyvalente, permettant reconnaissance et frappe ciblée, en faisait un investissement trop important. Surtout face à un ennemi comme la Russie, qui disposait déjà de défenses anti-aériennes en profondeur. La guerre en Ukraine a profondément changé l'utilisation des drones de guerre, préférant d'autres solutions à la simple réduction des avions classiques avec pilotage à distance ou intelligence artificielle. L'Ukraine et la Russie ont d'abord utilisé des drones commerciaux du secteur du divertissement ou de l'agriculture, puis les ont améliorés. Après les succès initiaux des drones First-Person View sur le champ de bataille, l'Ukraine a pu développer des drones indépendants longue portée, similaires au célèbre Bayraktar TB2 de Turquie ou au Shahed 136 d'Iran. L'Ukraine utiliserait des drones longues et courtes portées pour mieux contrôler le champ de bataille. Cependant, ce qui est plus important pour notre propos, c'est la manière dont les drones à longue portée pourraient être dirigés vers des cibles situées derrière les lignes russes, et loin de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Cela a conduit à quelques victoires stratégiques spectaculaires pour l'Ukraine. Les premières frappes ont commencé en 2022, mais l'Ukraine n'a obtenu d'importantes capacités de longue portée qu'à fin 2023 au moment où elle a intensifié ses attaques contre les dépôts d'armes en Russie. De 2022 à juin 2025, l'Ukraine a mené des attaques à longue portée contre au moins 15 cibles majeures, dont Toropez en septembre 2024, où 30 000 tonnes de munitions auraient brûlé, ainsi que l'une des attaques de drones les plus massives à la mi-janvier 2025, qui comprenait une attaque contre la base aérienne d'Engels, où étaient stationnés 3 types de bombardiers stratégiques, capables de déployer des armes à longue portée, ainsi que les munitions associées. Ce qui est remarquable dans ces frappes, c'est l'élargissement constant de la gamme de cibles visées. Toropets est à moins de 300 miles de l'Ukraine,
tandis que la base aérienne d'Engels est à environ 500 miles. L'Ukraine tente progressivement d'épuiser la capacité russe à ravitailler le front en munitions et à armer son matériel. Cela a mené à l'opération Toile d'araignée, où l'Ukraine a discrètement envoyé des drones à courte portée avec récepteurs mobiles en territoire russe. La cible était 5 bases aériennes abritant des bombardiers nucléaires russes. L'une d'elles est la base aérienne de Balaya, située à 2700 miles de l'Ukraine. Cela montre la capacité de l'Ukraine à infiltrer en profondeur les défenses russes par des moyens traditionnels ou des opérations clandestines au long cours. Mais les frappes ont continué. L'Ukraine cible aussi de plus en plus les raffineries de pétrole et de gaz russes. Reuters estime que les frappes sur des raffineries de pétrole et de gaz ont fait perdre à la Russie jusqu'à 17% de sa capacité de raffinage. Cela a coïncidé avec une baisse équivalente des revenus pétroliers et gaziers russes entre mars 2024 et mars 2025. Bien sûr, les causes du déclin du pétrole et du gaz en Russie sont un peu plus complexes. Bien que le fait que l'Ukraine cible les raffineries de pétrole et de gaz n'aide certainement pas la situation, la Russie connaît en réalité de multiples problèmes qui se combinent pour former une spirale potentiellement mortelle pour son économie. Les revenus pétroliers et gaziers forment une grande part des recettes gouvernementales. D'après l'Oxford Institute for Energy Studies, le pétrole et le gaz constituent 20 à 50% du budget gouvernemental annuel. La Russie dépend principalement de son industrie pétrolière et gazière pour survivre. Cela devient un problème lorsque l'on aborde les facteurs qui influencent la manière dont la Russie tire profit de son pétrole et de son gaz. L'Union européenne a longtemps été un grand importateur de gaz russe pour ses besoins énergétiques. Grâce à la réallocation et à la restructuration, l'Union européenne a réduit la part du gaz russe de plus de 40% à environ 11% en 2025. Et les efforts futurs pour éliminer complètement les importations russes d'ici 2027. Ces mesures persisteraient probablement même si la guerre finissait plus tôt, ce qui devient de moins en moins probable, comme mentionné dans une de nos vidéos précédentes. Avec l'Union européenne qui n'est plus un importateur majeur, la Russie s'est tournée vers l'Est pour trouver de nouveaux clients. L'Inde et surtout la Chine, désormais grand importateur de pétrole et de gaz russe. La Chine, principal soutien économique de la Russie, a pu obtenir jusqu'à 50% de réduction sur les prix par rapport à l'Union européenne. Et du côté du pétrole, la situation n'est guère meilleure. Le pétrole brut de l'Oural est tombé de 70 à 50 $ le baril en un an, atteignant un niveau historiquement bas. L'Union européenne souhaite aussi maintenir la pression avec un nouveau train de sanctions prévu en juillet 2025 en abaissant le plafond du brut russe de 60 $ à moins de 48 $. De plus, les sanctions ont de plus en plus limité la capacité de la Russie à transporter son pétrole par pétrolier. La Russie a dû intégrer davantage de navires à la flotte fantôme sous pavillon étranger pour tenter d'échapper à la détection. Si cette stratégie aide la Russie à exporter du pétrole, la flotte fantôme pose aussi des problèmes. La Russie a désormais beaucoup moins de contrôle sur les prix du pétrole qu'elle peut obtenir sur le marché, et chaque sanction réduit encore la capacité potentielle et la rentabilité de la flotte dans son ensemble. Un autre point de discorde est le complexe militaro-industriel russe. Avant la guerre, la Russie figurait parmi les principaux exportateurs d'armes mondiaux. Les exportations russes ont presque disparu, chutant de 92% entre 2021 et 2024. Ce n'est pas particulièrement surprenant quand on creuse un peu plus. La Russie a désormais besoin, pour la guerre, de la plupart de ses anciennes exportations. Chars, avions, munitions et défense anti-aérienne. Deuxièmement, la Russie a été privée de la possibilité d'importer des technologies et des pièces essentielles pour créer des versions plus modernes de ses armes et équipements. La Russie importe simplement les pièces d'avions avancées, sans les fabriquer. Lorsque celles-ci deviennent indisponibles, la Russie annule soit les contrats, soit, pire encore, se contente de pièces nationales de moindre qualité qui tombent en panne plus souvent. La forte baisse des exportations militaires s'explique surtout parce qu'avant la guerre, les clients russes ne voyaient pas ces armes en action. Alors que l'Ukraine détruit l'équipement de la supposée deuxième plus grande armée mondiale, pourquoi l'Inde achèterait-elle ces armes alors qu'elle peut se fournir ailleurs, comme en Chine? Essentiellement, l'Ukraine compte ici sur deux choses. L'Occident, pour que les sanctions suppriment les revenus du pétrole et du gaz, et une couverture médiatique constante pour présenter les armes russes comme inefficaces. Et la stratégie semble fonctionner. Après avoir apparemment réservé 40% du budget du gouvernement à l'armée en 2025, le Kremlin prévoit de baisser ses dépenses militaires de 7% en 2026. Il propose aussi d'augmenter la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits pour relancer l'économie.
Les 40% évoqués représentaient un niveau de dépenses militaires inédit depuis l'ère soviétique. L'Ukraine atteint un record, avec des dépenses militaires dépassant 33% du produit intérieur brut, dont une partie provient de dons. La Russie se retrouve dans une position précaire. Plus la guerre dure, moins elle a d'options pour obtenir de l'argent. Les sanctions cherchent à diminuer les revenus pétroliers et gaziers. Les partenaires orientaux de la Russie réclament de plus en plus des avantages ou tarifs réduits pour contourner les sanctions. La capacité de générer de l'argent via les impôts a une limite naturelle. Les principaux perdants de cette économie en surchauffe sont les soutiens de base de Poutine, travailleurs du secteur public, enseignants, médecins, forces de l'ordre et retraités. Leurs salaires et avantages sont indexés sur le taux d'inflation officiel de 9%. Mais l'inflation réelle, pour de nombreux ménages, dépasse 20%. Ces mêmes personnes sont liées aux hommes mourant massivement pour la guerre russe, qui, selon tous, se déroule très mal. En avril 2025, Forbes estimait qu'à ce rythme, occuper entièrement l'Ukraine prendrait 250 ans et coûterait 100 millions de vies. Aucun de ces deux objectifs n'est quelque chose que la Russie peut espérer atteindre de manière significative. L'aspect démographique est aussi un autre axe sur lequel l'Ukraine mise. Même si tous les Russes étaient alignés avec Poutine, ce qui est loin d'être vrai, ou du moins pas autant que le dit la propagande russe. Il y a de moins en moins de Russes pour produire de la richesse dans le pays. Avant l'invasion, le pays a déclaré un taux de chômage de 4,75% en 2021. Le chômage atteint un niveau historiquement bas de 2,4% début 2025. Bien que cela puisse indiquer que la Russie se porte bien économiquement, et ce fut le cas pendant les 2 premières années, cela signale en réalité une pénurie généralisée de main-d'œuvre. Cela s'explique par 3 facteurs simples. Premièrement, la Russie a accumulé plus d'1 million de pertes en 3 ans. Cela représente 1 million de personnes qui sont mortes ou ont été blessées à tel point qu'elles ne peuvent plus servir dans l'armée. La Russie a connu un exode massif dès le début de la guerre, avec environ 1 million de départs en 2022. Troisièmement, dans les années 1990, le taux de fécondité en Russie a chuté à 1,16 naissances par femme. Cela s'explique en partie par l'instabilité économique qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique. La combinaison de ces 3 facteurs signifie que la Russie manque de jeunes adultes essentiels qui rejoindraient la population active et dépenseraient de l'argent en emprunt pour fonder des familles ou créer des emplois. Une analyse indique que les travailleurs de 16 à 35 ans ont baissé de 133 millions en 2022. En extrapolant à tous les âges, le déficit de main-d'œuvre atteint plusieurs millions, quasi impossible à combler. La génération manquante et la disparition des jeunes adultes réduiront le taux de fécondité, accentuant le cercle vicieux. Nous arrivons à la conclusion. Le plan de l'Ukraine pour vaincre la Russie. Il suffit d'attendre la chute du dernier domino pour un effondrement total. La croissance russe ralentit avec la demande intérieure. Sa présence géopolitique est quasi inexistante. La liste des pays prêts à commercer ne cesse de rétrécir. Et le pays perd des habitants sur plusieurs fronts, littéralement ou autrement. Poutine pensait peut-être gagner la guerre en 3 ou 4 jours. Mais au lieu de se retirer lorsque cela ne s'est pas produit, il a redoublé d'efforts, mais sans aucune planification stratégique ni soutien international. Le résultat, c'est qu'un pays autrefois considéré comme un grand rival de l'Occident est devenu pratiquement un État vassal de la Chine. Sous accords commerciaux, la Chine impose ses conditions et influence la politique étrangère. Et vu la rapidité avec laquelle cela s'est produit, il y a de fortes chances que cette trajectoire devienne bientôt irréversible, si ce n'est pas déjà le cas. Si le soutien économique faiblit davantage, il peut s'effondrer totalement, entraînant l'effort de guerre et le pays initiateur. Merci d'avoir regardé. Et si vous souhaitez découvrir comment l'Ukraine a réussi à révolutionner la guerre des drones, ce qui lui a permis d'en arriver là, regardez cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à The Military Show pour des vidéos quotidiennes sur tout ce qui concerne l'armée et la géopolitique, ainsi que les dernières mises à jour majeures sur les conflits dans le monde entier.